Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre cet après-midi dans le cadre du Business Booster Forum des CCI France à l'international pour parler de la place de la technologie dans l'industrie agricole et agroalimentaire sud-africaine et ses opportunités d'investissement. Donc voilà, tout le monde commence à se connecter, donc on va attendre quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde de s'installer. Donc, cela me donne l'opportunité dans le même temps pour remercier chaleureusement toute l'équipe de CCI France International pour l'organisation de cette très belle deuxième édition du Business Booster Forum qui rassemble pour vous des CCI du monde entier pour vous donner accès à des expertises et des retours d'expérience de terrain. Donc aujourd'hui, dans le cadre de notre webinaire, nous avons la chance d'être rejoints par un panel d'experts de très grande qualité pour explorer notre sujet sous différents angles. Je vois que Henri hoche la tête. Si, je vous assure. Donc nous aurons la chance effectivement d'être accompagnés par Camille Tricoire, qui est chef de pôle agriculture et agroalimentaire pour l'Afrique du Sud, entre autres, à Business France, et qui nous proposera dans un premier temps un aperçu du secteur de façon générale, ainsi que d'un certain nombre d'avancées technologiques dans le secteur en Afrique du Sud. Edo Heinz, responsable de la communication et du développement stratégique à Advini en Afrique du Sud, partagera par la suite l'expérience du groupe viticole sur le terrain dans son usage de la technologie pour faire face à de nouvelles demandes, de nouveaux défis. Et enfin, donc pour cette partie, par ailleurs, nous switcherons temporairement en anglais. Mais ne nous en voulez pas trop, c'est vraiment la langue business ici en Afrique du Sud et on a été très sympa puisqu'il y a 12 langues officielles en Afrique du Sud, on a choisi l'anglais. Enfin, nous donnerons la parole à Henri de Villeneuve, président et fondateur de Cobassa, boutique de conseil en investissement en Afrique, qui nous parlera de Smart Agriculture ainsi que des opportunités d'investissement dans le secteur, dans la région de façon un petit peu plus générale. Donc voilà, je pense que tout le monde a eu le temps de se connecter. Merci encore de nous avoir rejoints pour ceux qui viennent de se connecter pour parler de la place de la technologie dans l'industrie agricole et agroalimentaire sud-africaine et les opportunités d'investissement dans ce secteur. Et sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Et donc, je vais proposer à Camille Tricoire, qui, je le disais en introduction, est la chef du pôle agriculture et agroalimentaire pour l'Afrique du Sud à Business France et correspondante par ailleurs sur le secteur pour l'Afrique subsaharienne dans son ensemble. Voilà, Camille, je vous laisse nous en dire un peu plus. Merci beaucoup Mélanie pour cette introduction. Je suis ravie de pouvoir justement vous parler de ces deux industries, l'agriculture et l'agroalimentaire, qui sont très importantes ici en Afrique du Sud. Peut-être avant qu'on parle plus en détail de ces industries que je vous les présente, je voudrais juste faire quelques points de rappel sur l'Afrique du Sud en soi, parce que c'est important de comprendre le contexte sud-africain pour pouvoir bien appréhender justement les opportunités et les challenges que représente ce pays pour des entreprises françaises. Mélanie. Donc, le premier point qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement que l'Afrique du Sud est bien sûr une grande puissance économique. C'est la première économie d'Afrique. C'est une vraie puissance financière. C'est un pays avec 59 millions d'habitants, donc un petit peu moins que ce qu'on a en France, mais c'est un pays qui fait 2,5 fois la taille de la France. Est-ce que alors la carte qui est peut-être un petit peu cachée pour vous, que vous voyez, c'est la carte de l'Afrique du Sud avec les grandes villes, Johannesburg et Pretoria qui sont dans la région du Gauteng, avec Pretoria la capitale, Cape Town, et puis vous avez à l'est du pays Durban qui est le premier port d'Afrique. Voilà, donc ça, ce sont les grandes villes du pays, et puis la présence également, on a la chance d'avoir un French Tech Hub en Afrique du Sud à la fois sur Johannesburg et Cape Town. Une grosse caractéristique de l'Afrique du Sud, malheureusement, c'est la question de l'inégalité. On est sur un pays où 5% de la population est en extrême pauvreté. Et à côté de ça, on a plus de 40 000 millionnaires en dollars, plusieurs centaines de centibillionnaires et même 8 milliardaires. Donc on voit, c'est un pays avec des énormes richesses. Et à côté de ça, on a aussi des gens qui n'ont vraiment pas grand-chose. Et c'est un pays en plus de ça qui a un taux de chômage à 27,5%.
C'est le taux de 2019, on sait qu'il a augmenté depuis Covid, mais voilà, ce sont des difficultés auxquelles on fait face en Afrique du Sud et qu'il faut comprendre pour comprendre justement les opportunités et les challenges du secteur agricole derrière. Malgré ça, en fait, on a quand même la chance d'avoir une vraie classe moyenne qui existe en Afrique du Sud. On l'estime aujourd'hui à 15 à 21 millions de personnes. Alors attention, quand on parle de classe moyenne en Afrique du Sud, on n'est pas du tout sur les mêmes critères qu'une classe moyenne en France. Ici, on parle de foyers qui vont gagner entre l'équivalent de 400 € jusqu'à 1 600 €. Donc, vous voyez, c'est une classe moyenne extrêmement diversifiée. Pourquoi est-ce qu'on la considère quand même comme une classe moyenne? C'est parce qu'en analysant leurs habitudes d'achat, on s'est rendu compte qu'ils avaient les mêmes habitudes que ceux d'une classe moyenne en Europe, c'est-à-dire des achats en supermarché, dans le secteur formel, etc. On a en plus de ça à peu près 16 millions de personnes avec des habitudes d'achat similaires aux Européens, donc ça c'est la classe riche, et puis la classe moyenne haute. On a également comme caractéristique d'avoir 66% de la population en zone urbaine, dont 25% dans la région du Roteng. Il faut quand même savoir qu'on s'attend à ce que la population dans le Roteng triple sur les 20 prochaines années. Donc voilà, on a des gros enjeux au niveau de la population. Et enfin, l'Afrique du Sud est un partenaire quand même clé pour la France. On a la chance d'avoir un accord entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud pour l'entrée des biens dans le pays, qui fait que 87% des produits rentrent sans frais de douane. Donc c'est un véritable avantage compétitif pour nos entreprises françaises. Et en plus de ça, l'Afrique du Sud ayant, comme je l'ai dit, 60 millions d'habitants, quand on le remet dans le contexte d'Afrique australe, si on regarde les pays avoisinants, on est sur des pays, par exemple, Namibie, Botswana à 2-3 millions d'habitants. Si on regarde Zimbabwe, Mozambique, qui sont également limitrophes, on est sur des pays à 15-30 millions d'habitants. Donc l'Afrique du Sud, avec ses 60 millions, plus son industrie derrière agricole et agroalimentaire, a une véritable puissance du coup sur la zone. Et souvent, donc, vos futurs importateurs, partenaires sud-africains vont souvent vous amener justement dans tous ces pays limitrophes, jusqu'en Zambie et voire pour certains secteurs même jusqu'en Afrique de l'Est. Mélanie, peut-être juste avant que je parle du secteur agricole, un dernier point sur la situation Covid qui est quand même importante. Je sais qu'on en parle beaucoup en France. Ici, on est toujours en confinement officiellement. On fonctionne par niveau, le niveau 5 étant vraiment le confinement dur, le niveau 1 étant le niveau dans lequel on est actuellement. Aujourd'hui, on a à peu près, je crois que c'est 500 cas à peine de contamination par jour. Les frontières sont ouvertes, donc c'est tout à fait possible de se déplacer en Afrique du Sud pour rencontrer des partenaires et ça fonctionne bien. Après, on a quand même une partie de la population qui est certes en des grosses difficultés. Il y a une partie de la population qui a perdu son emploi, qui n'avait déjà pas beaucoup de revenus avant et que ça a mis vraiment en grosse difficulté. Mais pour le reste de la population, on reste quand même dans une situation correcte par rapport à d'autres pays au niveau de la situation Covid. Pour parler maintenant vraiment de l'agriculture, qui est le sujet qui nous intéresse, quelques données générales, ça représente 2,4% du PIB. Comme pour la présentation générale, on est sur un secteur très dual, c'est-à-dire qu'on va à la fois avoir d'un côté 40 000 fermes commerciales avec une taille moyenne de 2000 hectares, donc des entreprises, des agriculteurs qui vont avoir vraiment les dernières technologies. Si vous venez ici sur des salons agricoles, vous serez assez impressionné par les équipements qu'on peut voir et qui sont achetés par ces agriculteurs-là. Mais à côté de ça, on a aussi 300 000 agriculteurs émergents. Alors attention, quand je parle d'agriculture émergente, je ne parle pas d'agriculture de subsistance. Les agriculteurs émergents, ce sont des agriculteurs qui ont une vocation à devenir commerciaux, mais qui pour diverses raisons aujourd'hui ne sont pas rentables. Alors ça peut être un problème d'accès au financement, un problème de rendement, un problème d'accès à la terre pour certains cas. Voilà, donc c'est et cette dualité en fait fait qu'on a des opportunités qui existent pour une partie de ces agriculteurs et pas pour d'autres. Donc par exemple, les agriculteurs émergents, il y a une vraie demande en termes de technologie pour permettre d'avoir accès aux services financiers, d'avoir accès aux consommateurs et même à tout fournisseur d'équipements. Donc c'est vrai qu'on a pu voir avec le Covid, justement, des agriculteurs émergents qui avaient perdu accès à leurs consommateurs et justement des acteurs intervenir et développer des applications mobiles pour leur permettre de regagner cet accès malgré la situation. Donc, on a beaucoup comme ça d'opportunités qui existent dans certains des secteurs et pas dans d'autres. Donc, c'est important de regarder l'ensemble de cet agriculteur-là.
Il y a une différence, l'agriculture commerciale ici n'est pas aidée par le gouvernement. Par contre, l'agriculture émergente peut avoir, dans certains cas, des programmes d'aide, qui n'est pas à la hauteur des besoins, mais qui est déjà là pour permettre de passer un certain palier. Une dernière caractéristique, avant qu'on parle plus en détail de certaines productions, c'est qu'on retrouve dans l'agriculture commerciale beaucoup de groupes agro-industriels et beaucoup de monopoles et d'oligopoles. Donc, c'est vraiment une manière de fonctionner ici qu'il faut avoir en tête quand on veut aborder ces marchés. Et puis, un dernier point qui est important, c'est que 90% ici des équipements sont importés. Donc, c'est-à-dire qu'on parle d'une industrie qui a l'habitude de regarder dans le reste du monde ce qui se passe en termes de technologie, en termes d'équipement, en termes de services. Donc les principaux challenges de manière générale sur l'agriculture, c'est la question de l'expropriation des terres sans compensation. C'est un sujet qui inquiète beaucoup aujourd'hui une partie de cette industrie. C'est pas forcément quelque chose dont il faut avoir peur aujourd'hui, parce que quand on regarde réellement ce dont parle le gouvernement, on parle uniquement d'expropriation de terres agricoles non utilisées. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut suivre et qu'il faut regarder, il faut regarder le développement futur. On a ensuite la question de la sécurité alimentaire. Vous verrez que ça influence beaucoup les décisions en termes de technologie utilisée dans le pays aussi, parce que même si on est dans un pays avec beaucoup de richesses, on a encore une partie de la population qui ne mange pas à sa faim. Et enfin, le coût de la main-d'œuvre qui a très fortement augmenté sur ces 5 dernières années. Aujourd'hui, même si l'Afrique du Sud est un pays très mécanisé quand on compare au reste des pays d'Afrique subsaharienne, on se rend compte quand même que la main-d'œuvre représente presque 50% souvent des coûts dans une ferme, dans une exploitation. Et donc, cette augmentation de cette main-d'œuvre forcément pousse beaucoup d'acteurs justement à se tourner de plus en plus vers la mécanisation et vers des nouvelles technologies qui leur permettraient de diminuer ces coûts-là. Si on regarde maintenant plus particulièrement les productions végétales, on est sur un pays avec une production très diversifiée. On va retrouver à la fois une production sucrière, une production de coton, de céréales, de fruits tempérés, fruits tropicaux, légumes, etc. Mais avec quand même 3 productions principales, le maïs, le blé et le soja. L'Afrique du Sud est le premier producteur africain en maïs, troisième producteur africain en pommes de terre. Mais quand on regarde déjà ces différentes cultures, en termes d'accès à la technologie, par exemple, le maïs, uniquement 20% des cultures sont irriguées. En pommes de terre, on est sur 80% des cultures qui sont irriguées. Et c'est également un grand exportateur donc, de céréales et de fruits. De manière générale, l'Afrique du Sud exporte à peu près 50% de sa production agricole et agroalimentaire. En termes de structure commerciale, on a à peu près 8500 agriculteurs agriculture commerciale, j'entends, en production végétale pure, et puis à peu près 12 500 en polyculture élevage. Et comme je vous parlais un peu plus tôt de la question de la sécurité alimentaire dans le pays, ça a aussi poussé en fait l'Afrique du Sud à devenir le premier pays africain à autoriser à la fois la production et la vente de cultures OGM. Donc c'est le cas pour 3 cultures, le maïs, le soja et le coton. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, sur cette slide, 90% du maïs et 92% du soja sont OGM et 100% pour le coton. Aujourd'hui, ce n'est pas une conversation pour les Sud-Africains de savoir il faut ou pas utiliser de l'OGM, c'est vraiment un moyen d'assurer la sécurité alimentaire du pays. Donc, quels sont les principaux challenges? La question des ressources hydriques. L'Afrique du Sud fait partie des 30 pays les plus arides au monde, avec à peine 464 mm de précipitations annuelles. C'est un pays qui utilise l'agriculture utilise 61% des ressources en eau du pays. Donc, c'est un vrai sujet. Et toute technologie aujourd'hui qui permet justement de diminuer cette utilisation est particulièrement regardée. On a aussi la question de la conservation des sols. L'Afrique du Sud est le premier pays africain pour l'agriculture sans labour. C'est aujourd'hui à peu près 30% des surfaces agricoles. Et puis enfin, tout ce qui est gestion des maladies et adventices, et notamment les technologies qui peuvent permettre justement de diminuer l'utilisation d'intrants, à la fois pour diminuer les coûts, et puis également pour diminuer l'impact environnemental de ces pratiques. Et donc, on a pu le voir dernièrement avec pas mal de startups qui arrivent justement avec des technologies particulières qui permettent d'éviter d'utiliser d'autres intrants plus nocifs pour l'environnement. Si on regarde après particulièrement pour la production animale, c'est aussi un très très gros secteur. C'est d'ailleurs le plus gros secteur en agriculture. On est sur un pays qui consomme énormément de volailles. C'est un des plus gros consommateurs de viande de volaille au monde. C'est 1 milliard de volailles abattues par an, plus que la France. Ensuite, on a également des cheptels bovins avec 23 millions de têtes, des cheptels bovins, 15 millions, puis caprins et porcins. On a une structure commerciale également avec beaucoup d'agriculteurs, presque 14 000 agriculteurs en production animale pure. Et puis, comme je l'avais cité un peu plus tôt, à peu près 12 500 en polyculture élevage.
Et là aussi, on retrouve beaucoup de groupes agro-industriels et d'oligopoles. Donc, si je prends l'exemple de l'industrie de la volaille, sur la volaille de chair, on a 2 grands acteurs qui se partagent 46 du marché et 8 grands acteurs qui se partagent 75 du marché. Et ce sont des acteurs qui vont à la fois gérer la production en poussin, l'engraissement, l'abattage, la découpe, et puis ont leur propre marque. Donc, on est vraiment sur des systèmes très, très intégrés. Et quand on regarde les perspectives de croissance de consommation à court terme, d'ici 2028, par exemple, on se rend compte, si on prend encore l'exemple de la volaille, que cette consommation devrait encore augmenter de 20 pour un pays qui produit déjà beaucoup. Et ça a poussé justement l'industrie l'année dernière à mettre en place un master plan pour augmenter de 10 à 20 leur production actuelle de volaille d'ici l'année prochaine, donc d'ici 2022. Donc on a des très fortes perspectives de croissance dans le secteur de la production animale, ce qui crée encore plus d'opportunités justement pour des acteurs qui viennent avec des nouvelles technologies pour ces acteurs-là. En termes de challenge et opportunités, enfin, surtout de challenge dont fait face cette industrie, on a la question de l'électricité. Je ne l'ai pas cité, mais en Afrique du Sud, on a un grand acteur qui produit de l'électricité. Malheureusement, il n'est pas fiable parce qu'aujourd'hui, on fait face à des coupures très régulières d'électricité qui peuvent durer 2 à 4 heures par jour. C'est le cas en ce moment même d'ailleurs. Et vous pouvez bien vous imaginer que lorsqu'on a justement une industrie ou un industriel qui doit switcher sur un autre mode d'électricité pendant ces 4 heures, c'est compliqué, ça coûte plus cher, souvent on n'est pas sur des générateurs, donc ça utilise du pétrole. On va également souvent avoir de la casse en termes d'équipements qui doivent passer d'un système à l'autre. Et donc, aujourd'hui, les acteurs qui arrivent avec des technologies qui permettent justement de bypasser un petit peu cette dépendance à l'acteur national sont particulièrement attendus. Et voilà, donc là, il y a beaucoup d'opportunités. Et la question des maladies aussi, puisqu'on est sur un grand pays, comme je vous l'ai dit, avec des agriculteurs qui peuvent être isolés. Et c'est vrai qu'on a pu voir dans le passé pas mal d'attentes sur tout ce qui est applications mobiles, par exemple, qui permettent justement de rentrer tous les symptômes que peuvent avoir certains animaux pour essayer justement de découvrir quelle est la maladie qu'il a avant de faire venir un vétérinaire, sachant qu'il y a un manque en termes de vétérinaires dans le pays. On est aussi sur un pays où il y a régulièrement des problèmes de maladies. On l'avait vu sur le cas de la viande d'autruche. L'Afrique du Sud produit 75 de la viande d'autruche au monde. Et il y a quelques années, on avait une interdiction totale d'exporter à cause justement de la grippe aviaire. Donc, c'est un vrai sujet. On a enfin également l'adaptation à des nouvelles réglementations. Donc, aujourd'hui, l'Afrique du Sud, en production animale, utilise beaucoup d'hormones de croissance, beaucoup d'antibiotiques. C'est comme ça. Les industriels ne cherchent pas forcément justement à utiliser des nouvelles technologies qui existent, notamment en France, pour diminuer cette utilisation parce qu'ils savent, ils nous disent clairement, j'ai le droit de l'utiliser, donc pourquoi est-ce que je m'embêterais à trouver autre chose. Cependant, ils ont quand même bien conscience que ce n'est pas quelque chose qui va durer et qui va changer probablement bientôt. Et l'Afrique du Sud a quand même l'habitude de, quand ils mettent en place des changements, c'est assez radical et en général, ça doit être fait presque du jour au lendemain. Donc là aussi, il y aura beaucoup d'opportunités qui seront créées pour tous les acteurs, notamment en alimentation animale, qui arriveront avec des technologies qui permettront justement de permettre à ces acteurs de passer à des nouvelles méthodes de production. Et puis enfin, la sécheresse, bien sûr, qui influence aussi cette production animale. On l'avait vu il y a quelques années qu'on avait eu 3 années consécutives de sécheresse et on avait vu les agriculteurs malheureusement commencer à abattre une partie de leurs troupeaux parce qu'ils ne pouvaient plus acheter l'alimentation animale. Je vais passer très rapidement sur la production viticole parce que Edo va en parler dans une minute, mais juste quelques points. Donc, c'est un vignoble historique en Afrique du Sud, c'est 92 000 hectares. L'Afrique du Sud est le 8e producteur au monde de vin, avec presque 3 000 au final producteurs dans le pays. En termes de challenge, c'est la même chose qu'avant. Au final, c'est la gestion de l'eau, la gestion des maladies, notamment en champignons, tout ce qui est mécanisation, et puis l'amélioration de la valeur ajoutée. Puisque l'Afrique du Sud exporte beaucoup en vrac et a besoin justement d'augmenter cette valeur ajoutée en trouvant entre autres de nouveaux marchés à l'export. Je terminerai sur la question de l'agroalimentaire, puisque l'Afrique du Sud ne fait pas que produire des productions agricoles, elle transforme beaucoup. Cette production agroalimentaire représente 14% du PIB. C'est un secteur en très forte croissance avec beaucoup de produits alimentaires à emballer. C'est des ventes qui ont, entre 2014 et 2019, augmenté de presque 51% et devraient continuer à augmenter à court terme.
et à moyen terme. Là encore, on retrouve un tissu industriel très dual avec 70% des parts de marché qui sont détenues par des oligopoles et 30% par des petits transformateurs. Maintenant, malgré tout ça, en fait, là, on parle beaucoup du marché formel. Dans l'agro-industriel, notamment dans la distribution, on a beaucoup de marchés informels pour la partie notamment revente dans les bidonvilles et zones plus défavorisées. Et là aussi, ça crée énormément d'opportunités pour les entreprises françaises qui arriveraient avec des technologies qui permettraient justement de relier des distributeurs dans ces zones-là avec des fournisseurs de produits alimentaires en plus petite quantité, parce que c'est un des plus gros problèmes et la technologie aujourd'hui est très recherchée sur ce type de demande. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On a des tendances de consommation qui augmentent tout le temps, donc qui changent régulièrement avec on recherche sur des produits plus pratiques, faciles à consommer. Donc, toute technologie pour tout ce qui est emballage sera aussi également vraiment recherchée. Un dernier point, je sais que je pense que j'ai terminé mon temps, mais sur la partie restaurant et base de vie, on a quand même 12 500 restaurants et 1600 bases de vie dans le pays. Sur la partie restaurant, toutes les technologies qui permettent justement de faire de la vente en ligne sont très recherchées et c'est encore plus le cas depuis justement la crise Covid où on a vraiment vu une explosion de cette demande à la fois pour la partie supermarché et puis également pour les restaurants et ça clairement l'Afrique du Sud n'était pas du tout au niveau, on était très en retard et donc il y a beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Donc en termes de challenge, on revient encore sur la question de l'électricité qui est le même problème que pour l'agriculture, la question de la vente en ligne, la gestion des stocks, les partenariats technologiques pour les industriels, et puis la chaîne du froid aussi, qui est quand même d'un bon niveau ici, mais qui est toujours en recherche d'amélioration et notamment d'utiliser moins d'électricité, sachant que c'est un problème aujourd'hui. Voilà pour moi, je vous ai mis après en slide, mais vous l'aurez plus tard, c'est quelques exemples aussi de startups innovantes qui fonctionnent sur ce secteur. Vous aurez le temps voilà, justement de regarder et de voir tout ce qui peut déjà se faire aujourd'hui sur l'Afrique du Sud. Et je vais passer la parole à Edo pour la suite. Merci Mélanie. Merci beaucoup Camille pour cet aperçu finalement très très complet du secteur effectivement dans ces différents registres, donc entre les challenges, les opportunités. Je pense qu'on peut prendre quelques minutes avant de passer la parole à Edo pour regarder quand même un petit peu ces exemples d'innovation technologique, puisque je pense que ça va intéresser notre audience. Et ensuite, effectivement, on pourra regarder un cas plus particulier avec une étude de cas avec Edo qui nous parlera de l'expérience d'Advini. Mais Camille, je veux bien si on peut effectivement juste avoir un petit aperçu de ces innovations. D'accord. Effectivement, là, on a donné 4 exemples de startups qui sont sur ce secteur-là et qui ont amené justement des innovations et qui fonctionnent bien. On a l'exemple de MyFarmWeb, qui est une solution développée depuis 2015. C'est une plateforme justement cloud-based pour tout ce qui est stockage, visualisation, comparaison des données agricoles et voilà, et ce qui est généré justement par tout ce qui est équipement, donc IoT, donc les sondes pour le sol, dispositifs de repérage, les stations météorologiques. Donc ça, c'est quelque chose qui revient très régulièrement et on voit des très très belles success stories en Afrique du Sud sur ces secteurs-là. On a l'exemple également d'Aerobotics. Qui a été créé en 2014, qui est voilà, tout ce qui est surveillance agricole et lutte antiparasitaire pour les vergers, grâce notamment à tout ce qui est drone et imagerie satellitaire. Et on a pu le voir d'ailleurs, les derniers investissements, c'était en mai 2019. C'était 100 milliards, à peu près 5,2 millions d'euros qui ont été investis justement par Naspers dans cette société. Donc, il y a vraiment un gros marché sur cette utilisation de ces nouvelles technologies pour le secteur agricole. On a des exemples aussi de logiciels de gestion de chais et de ferme avec WineMS, justement, qui est déjà utilisé par 100 vignerons en Afrique du Sud et qui appartient entre autres à Vinpro, qui est interprofession dans le vin en Afrique du Sud et qui est aussi un très bel exemple d'utilisation de la technologie pour améliorer la production agricole. Et enfin, on avait cet exemple de Revolut System qui était technique d'induction électromagnétique pour l'analyse des sols et l'imagerie par les drones et satellites pour avoir vraiment des services d'agriculture et de précision. Donc, on voit quand même qu'il y a un gros focus sur une meilleure utilisation des intrants, diminuer les coûts autant qu'on peut en utilisant justement ces technologies pour faire vraiment une agriculture de précision et voilà.
Merci Merci beaucoup Mélanie. Camille. Je pense que c'est effectivement vraiment très intéressant de voir un aperçu des innovations qui se font déjà. Et puis c'est vrai que voilà, avec cette étude de cas sur laquelle on va se pencher maintenant, on aura l'occasion aussi de voir donc les opportunités technologiques et éventuellement identifier certaines lacunes et certaines opportunités d'apport technologique en Afrique du Sud. Juste avant de passer la parole à Edo, je voudrais simplement rappeler à nos participants, je vois qu'il y a déjà quelques questions qui arrivent, donc n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant la boîte de dialogue en bas de votre écran. Vous connaissez la chanson, on a tous maintenant l'habitude des webinaires en ligne, mais voilà, n'hésitez pas à vous garder votre question bien au chaud, on aura une session Q&A à la fin du webinaire, où vous pourrez également prendre la parole directement, mais si vous souhaitez la poser déjà par écrit, nous y reviendrons dans quelques instants. Donc n'hésitez pas à en faire usage. So it's time for us to switch to English now, just for a little bit as we welcome our next speaker, Edo Heinz, who is the Strategic Development and Communication Manager at Advini South Africa. So Advini owns vineyards and wineries in both France and South Africa. So Edo, as you know, Camille gave us an overall presentation on the agriculture and agribusiness sector in South Africa, including a short overview of the wine industry. So can you please tell us a bit more about how Advini makes use of technologies, not only to adapt to the wine market demands, but also to address some of the environmental challenges? Thank you very much for the opportunity, Melanie. Before I go on to practical case studies in terms of technology, I'd just like to give some background on Advini South Africa. Advini South Africa has now been in South Africa for more than 10 years, or Advini has been in South Africa now for more than 10 years. And dare I say that this expansion to South Africa has been profitable and very successful for the company. And in terms of the wine industry, Advini's approach in South Africa has always been to focus on premium wine. Advini is known globally for site-specific terroir wines, and the same applies in South Africa. So when we refer to Advini's role in the South African wine industry, it specifically doesn't look at bulk wine. We're specifically looking at estate wines from the region of Stellenbosch. And as Melanie has mentioned, Advini South Africa owns in South Africa Lavenier, Le Bonheur, Ken Forrester, and Stellenbosch Vineyards. So all the investments are in the Stellenbosch region, and the reason for that is Stellenbosch is South Africa's best known appellation, and the focus is purely on premium. So with that background, I'm going to focus on two key themes for this presentation. The first one being the impact that COVID-19 has had on Advini South Africa as a business and the role that technology has played in that. And secondly, the collaboration between France and South Africa from a winemaking and also wine marketing perspective. This collaboration has really been a key means of distinguishing ourselves, and we have found solutions by collaborating between France and South Africa. I'm going to look at the entire wine value chain, starting from the market and then gradually work it back towards the farm and towards the soil. So in terms of COVID-19, we have seen a major shift in terms of direct sales. In other words, while people were not able to buy their wines at restaurants and they were not able to travel and experience hotels, there has been a shift firstly towards retail, towards supermarkets, but more significantly than that, there has been a shift to direct sales. Sales directly from the farm, where people would order wines directly from the farm and have them delivered to their door, or through other online and direct sales platforms. And in terms of technology, I think COVID-19 has brought about it just made the shift to online sales and direct sales quicker than it would have been. There was already a shift towards online sales,
but due to the fact that most people had to work from home, eat from home, socialize from home, a lot of wine consumption took place from home, and it became practical and it made sense to order wine online and have it delivered to your door. And in terms of that, there have been quite a number of communication platforms, online retail platforms, and even delivery platforms that have made use of technology in terms of consumer marketing, where you track the sales of the consumers that have bought from you. So in other words, if you buy a bottle of Pinotage from L'Avenir today, we will remind you in 2 months' time that you've bought a bottle of Pinotage. We'll ask you for comments on the Pinotage, and we'll ask you if that bottle is empty and if you want another one. And there's technology that plays into this, there's marketing that plays into this, and essentially it is a new way of presenting and selling our wines to the end consumer. We have a platform called My Vitibox, which essentially sells wine globally, or mostly in Europe and in South Africa, to consumers, and you get a surprise package of a mixed case of wines from Advini wineries in France and in South Africa, as well as other wineries, where you get a mixed case of wines delivered to your door. And all of these are opportunities that have come about from the COVID situation that we're facing. And while COVID had a significant impact in terms of on-consumption trading, in other words, restaurant trading, it has opened new doors in terms of channels of direct sales. Secondly, in terms of COVID, there has been a shift in terms of people being more health conscious. And Advini is a leader of biodynamic wine production in France, while biodynamic production and organic wine production in South Africa is still very, very small in South Africa. So this has increased this has made the process quicker to go to organic production from an Advini South Africa perspective. And also in terms of vegan certified wines, there has been a major shift in terms of organic production and people wanting to know that the wines that they are consuming are healthy in terms of organic production, but they also want to know where the wine comes from. And they also want to know where the wine is sold. Specifically at L'Avenir, we always have the saying that authenticity is the new luxury, where a decade or so ago, people wanted wine in a bigger bottle that had a big punch so that you can see that it's a very premium wine. They wanted a label with details. They wanted that luxury in terms of wine. Well, today, the ability to tell the story where you can say exactly where the wine comes from, who the workers were that were involved in making that wine, how the soil, exactly what the soil type is, how it was prepared, that authenticity has become more and more important. And there is obviously also uses for technology in terms of the switch to organic production, in terms of making wine production more sustainable, in terms of energy use, but also in terms of other sustainability issues, such as the products that are used in producing the wine, but most significantly, water. And water is a key consideration in terms of the way that Advini South Africa expands in South Africa. Whenever there is a property that is of potential value to Advini, the first thing that we will look at is water sustainability. And water sustainability is particularly important in the Western Cape, where water is scarce, and with climate change, it is likely to only become more and more scarce. And this is the first point where this collaboration between France and South Africa really comes to the fore. We had a French water engineer that specializes in the wine industry that came to South Africa. He did a study on the water sustainability of L'Avenir and Le Bonheur. And by using maps of the estates and GIS technology,
we were able to see exactly how water falls on the estates and how it is gathered into dams, so that we can make sure that the water that rains on the different estates is captured and that it's preserved and that it is used wisely. As I've mentioned a couple of times, from an Advini perspective, the wine that we're making is quality wine, premium wine. So you do not necessarily want to focus on higher yields, but you want the wine to be of a very high quality. And with that, we have the ability to use our water sparingly and using it wisely so that we can produce quality grapes by using it efficiently. In terms of other production collaboration that we've had with France, South Africa is different. South Africa is different in terms of wine production compared to all the wine regions where Advini is involved in France. But that doesn't mean that we can't apply the technology that is being used in France in South Africa. And the same applies for using the technology that is applied in South Africa and using it in France. A very special example of this is there is a single vineyard wine made at Lavenier called the Single Block Chenin Blanc. It is made from a vineyard that we affectionately call the Old Lady. The Old Lady was planted in 1972, and Interloire had a project in South Africa where they specifically came to look at the genetic material of Chenin Blanc in South Africa. Because if you have an old vineyard like the Old Lady, the vineyard material has gone through processes where the clone is renewed and that you have unique clones in our vineyards that can be identified and isolated and eventually propagated. So by 2025, the Lavenier Chenin Blanc clone will be commercially available, not only in South Africa, but also in France. And this selection was based on the fact that this vineyard was particularly hardy. It has never been irrigated. I have mentioned the water scarcity in Stellenbosch. This vineyard has never been irrigated, but she's still going strong. She's still producing sufficient yields in terms of volume, and the quality is absolutely amazing. So by working with Interloire and academia from the Montpellier area, we have been able to have a full circle in a way where grapes that were originally brought from France to South Africa have now been propagated, and the clone material will eventually be available in France for use in France as well. All right. Also some trends that we've seen in terms of COVID-19, a stronger focus on ecologically sustainable wine production has led to a demand not only in terms of green and organic and biodynamic wine, but also in terms of lightweight packaging and in terms of sustainable packaging, where the packaging that is used can be recycled or is made from recycled material, so that this story that is required from the consumer, this authenticity that is becoming increasingly important, not only is reflected in the way that the wines is produced and in the way that the wines are sold, but also in terms of the packaging that is used to distribute these wines. And Melanie, from my side, that is it. Thank you very much. Thank you so much, Edo. I wanted to mention when I introduced you that you were yourself a qualified winemaker, and we can see how passionate you are about the wines. So that's really great. And thank you so much for sharing with us some very enlightening examples on how technology can really support new demands, and especially how COVID-19 as well, like really, encourage and promoted that digitalization in every industry. But also how, to also address some of the climate change impacts. So that was definitely very, very interesting. Thank you so much, Edo. Melanie, I quickly scanned through my notes when you spoke now, and I missed a very exciting point.
There is a company in South Africa that is now doing a pilot project where wines are delivered to your doorstep by drone. Oh, wow. And obviously, there's a lot of legalities around this. People don't necessarily want drones flying around with wine bottles in their neighborhoods. But this pilot has started, and we have had a couple of Lavanier bottles delivered to the doorstep by drone. And especially with the increased role that direct sales is playing, who knows, maybe someday this will be common practice. So let's see. Thank you for that addition. Like, we'll have to follow that closely then to see what's happening in the coming months or years. And I think like that's also one point that I wanted to raise, where your example is also showing how like, you know, building French-South African partnerships also help in terms of like encouraging innovations in the industry in South Africa and bridging the gaps. So thank you so much, Edo. So I'll switch back to French. Encore une fois, pour encourager notre audience à poser vos questions dans la boîte de dialogue en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions en français, vous pouvez poser vos questions en anglais. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et pour le moment, voilà, nous sommes très heureux maintenant de donner la parole à notre troisième expert, Henri de Villeneuve. Henri, vous avez été directeur de la Chambre de commerce franco-sud-africaine. Vous êtes maintenant le président et fondateur de la compagnie de la baie de Saint-Augustin, Cobassa, qui est une boutique de conseil en investissement spécialisée sur l'Afrique. Et vous allez justement nous parler des opportunités d'investissement dans la région de façon générale, mais également, juste avant ça, nous en dire un petit peu plus sur la smart agriculture dans la région. Bien, d'abord, merci de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Just Edo, are you able to deliver a glass of water by drone directly on the table? Okay, give me 2 minutes. It'll arrive 3:45. There we go. Okay. Voilà, pour faire la liaison avec Edo, je connais bien le domaine de l'avenir. Je recommande à tout le monde d'y aller. C'est un endroit absolument magnifique. Bien, j'ai bien compris votre question. Je partais tout de suite de Smart Agriculture. Rapidement, moi, je travaille sur l'investissement dans l'agroalimentaire et je suis en train de travailler sur le montage d'un véhicule d'investissement qui, j'espère, rassemblera des investisseurs européens dans l'agroalimentaire pour investir dans la région Afrique australe et orientale dans des opérations bien déterminées. Je crois que, d'abord, pour rebondir, il y a un lien entre smart agriculture et investissement. Je m'explique. D'abord, Camille a eu bien raison, elle a bien raison d'intituler investissement, car il y a une sorte de maintenant d'inversion ou de développement nouveau pour l'agriculture française, ou plutôt d'orientation qui doivent être prises en considération, qui doit être plus tournée vers l'investissement que vers l'exportation. Si quelque part il y a encore de la place pour nos produits qui sont de qualité, les demandes africaines, le monde des pays africains sont des demandes d'investissement pour deux raisons. D'une part, parce que c'est un besoin qui devient essentiel. La deuxième raison, j'allais dire, qui se confond avec la troisième peut-être, c'est la crise du Covid a montré à la fois la capacité de résilience du secteur agroalimentaire dans la région, ce qu'on avait dit tout à l'heure, et la deuxième chose, c'est que c'est une priorité économique dans la mesure où les budgets ont été asséchés, la crise est passée par là, donc maintenant il s'agit de faire des économies, donc créer de la valeur ajoutée locale devient une priorité pour l'Afrique du Sud comme tous les autres pays. Pour revenir à la smart agriculture, quel est le lien entre smart agriculture et investissement? Ça dépend des publics auxquels on s'adresse. Je vais essayer d'être un peu plus large que l'Afrique du Sud parce que je travaille beaucoup dans les pays aux alentours, Zambie, Zimbabwe, Mozambique, Angola, etc. Les structures agricoles sont très différentes, donc l'impact de la smart agriculture est très différent. En Afrique du Sud, je pense que la partie coopérative, la partie organisée industrielle de l'agriculture, ce sont des gens qui ont sûrement besoin de smart agriculture pour améliorer leur productivité, car la recherche de la coopérative sud-africaine, c'est d'avoir des prix les plus bas possibles, donc tout effort de productivité sera bienvenu.
Le deuxième point sur lequel, et je crois que c'était Camille qui disait ça tout à l'heure, ou Edo, je pense qu'il y a un très bon marché vers une agriculture ou vers non pas des produits, je dirais, je ne parlerai pas de développement durable ou des choses comme ça, pour les produits de qualité. Les produits sud-africains, heureusement il n'y a pas de Sud-Africains qui nous entendent, n'ont pas de goût. Ce sont des jolis produits, ils n'ont pas de goût. Ils ont, à mon avis, des entrants de mauvaise qualité. Ils sont de forme agréable, mais vous trouvez dans les pays des alentours beaucoup plus de goût. Donc, je pense qu'au travers de la recherche, de l'apport de nouvelles technologies, où nous sommes très forts en France, il y a un marché dans ce domaine-là pour les gros producteurs agricoles en Afrique du Sud, faire un marché de qualité où il y a de marché de qualité de produits, où il y a la clientèle qui est prête à payer le produit en question. Mais la vraie révolution de la smart agriculture, elle s'adresse quand on se focalise sur les petits agriculteurs, que ce soit en Afrique du Sud ou ailleurs. Pour faire rapidement, simplement une photographie de ça, il y a 10 ans, il y a 15 ans, avec 3 hectares ou 5 hectares, on n'avait aucune chance de survivre. C'était impossible. Aucune chance et même pas de vivre. Aujourd'hui, les chaînes comme ça, c'est un effet à long terme qu'on peut constater depuis des années et qui a été renforcé par le Covid, on voit que la distance entre le champ et le consommateur final se rétrécit. Donc, on peut beaucoup plus associer le small scale farmer à la chaîne de valeur. Et la smart agriculture permet un saut technologique qui permet aujourd'hui à un certain nombre d'agriculteurs qui n'étaient pas dans la course, qui étaient dans la survie quotidienne, de rentrer dans un cycle économique favorable. Et ça, c'est une nouveauté extraordinaire parce que, je prends un exemple, quand vous avez un petit agriculteur qui fait 1 tonne de rendement de maïs à l'hectare, les Français vont sourire en disant de quoi vous me parlez, okay, ou 2 ou 3, nous sommes à 11 ou à 12. Mais si au travers de la smart agriculture, au travers de l'apport de données, les connexions au marché, les connexions avec les data, les connexions à la météo, les connexions avec les semences, etc., tout ce que vous voulez, on arrive à passer à 2 ou 3 tonnes hectare. Vous triplez la production. Donc, si vous regardez avec nos normes, vous vous dites qu'ils ont encore des années et des années à faire. Je ne parle pas de la grosse agriculture sud-africaine. Quand vous regardez leurs normes, avec les yeux d'ici, vous avez une capacité d'augmenter la production de manière absolument phénoménale. Le formidable attrait de cette région dans laquelle nous sommes, Afrique du Sud et Afrique australe, c'est qu'on parle d'agriculture. L'agriculture n'a un sens que si elle a un débouché, un marché. Et c'est absolument évident quand vous voyez la chaîne de valeur, les capacités de transformation et la distribution. Au final, on est dans une région qui est bénie des dieux. C'est-à-dire que les consommateurs finaux ne sont pas loin, ils sont en Afrique, ils sont dans la région, ils peuvent être à l'export, en contre-saison ou des nouveaux marchés comme le Moyen-Orient, mais disons qu'il y a une capacité à avoir des marchés et des clients plus proches, et c'est là où la smart agriculture peut jouer son rôle. Donc, alors à ce moment-là, comment on peut rentrer là-dedans? Quand je m'adresse, où j'essaie parce que les Français disent, bon, tout ça c'est très gentil, mais comment je viens? Bon. Je pense que quand vous arrivez suivant les marchés, il y a des vrais gros joueurs en Afrique du Sud, il faut y aller directement, c'est des grosses coopératives. Alors, il faut simplement que nos éditeurs sachent que les coopératives qu'on connaît en Afrique du Sud, on peut ou pourra avoir avec nos coopératives françaises. Elles sont beaucoup plus proches de sociétés privées, avec des actionnaires privés qui raisonnent comme des investisseurs classiques. Ces gens-là sont sûrement intéressés, ils ont des plateformes, dont on a parlé tout à l'heure, mais ils sont sûrement intéressés à intégrer dans leur outil vis-à-vis de leurs membres, de leurs clients, de leurs fournisseurs, des technologies nouvelles que la France peut apporter, dans laquelle la France est très douée. Parce que j'ai travaillé par exemple avec une société qui s'appelle InVivo, qui est un laboratoire absolument fantastique, multidirectionnel, et là il y a des cartes à jouer, et il n'y en a pas que, dans le domaine des engrais, insecticides, pesticides, tout ce que vous voulez, et là il y a un vrai apport, et l'avantage de l'Afrique du Sud, c'est que si vous parlez de smart agriculture, il faut parler de connexion, c'est-à-dire que c'est un réseau, c'est un pays qui est très connecté, okay, donc vous pouvez communiquer. Il y a une autre voie
je ne sais pas si elle peut être prise, c'est à être avec des opérateurs qui fournissent des applications aux autres agriculteurs. Il y a des plateformes, et puis il y a, je ne sais pas si ça a été fait ou pas fait, ça a été fait dans d'autres pays d'Afrique australe, c'est de s'associer avec les opérateurs téléphoniques. Quand vous avez un opérateur téléphonique, il peut vous offrir de plus en plus, et lui, il va chercher, comme l'avoine lui rapporte de moins en moins d'argent, il va chercher des applications qui lui permettent de compléter un revenu qui a disparu. Ça, c'est une idée. Il y a un autre, là, il y a des opérations d'investissement à faire. Il existe en Afrique du Sud, et il y a des opportunités d'investir ou de co-investir, des plateformes de distribution physique. Il y a des plateformes qui sont des sociétés privées qui gagnent de l'argent, qui achètent des fournitures, qui achètent des semences, qui achètent du matériel, qui achètent donc des intrants, qui achètent des engrais et qui fournissent à des fermiers, qui fournissent 10 000, 15 000, 20 000. Ces gens-là sont des logisticiens, ce qu'on appelle des agro-dealers. Je suis sûr, je ne connais pas tous, mais je suis sûr que ces gens-là seront absolument enchantés d'avoir dans leurs outils des panoplies digitales pour apporter un supplément par rapport à l'ensemble de fermiers qu'ils contactent. Là, il y a un vrai sujet. Sur le reste de l'Afrique, du sud austral, sur l'Afrique australe que je connais bien, je vous dis ça, c'est quelque chose de plus intéressant parce que autant je vois en Afrique du Sud pure l'aspect smart technology sous forme de partenariat, de co-investissement, tout ce que vous voulez. Dans le reste du pays d'Afrique, si vous voulez investir ou apporter de la nouvelle technologie, il faut investir dans les affaires. Il faut investir dans le business. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la zone Afrique anglophone hors Afrique du Sud est une zone où le business agroalimentaire est vibrant. Ce que j'appelle, on n'est pas en train d'essayer de sauver l'agriculture, essayer pas de sauver des gens qui sont dans la pauvreté et dans la misère. Il y a une vibration, il y a un marché, il y a de la facturation, il y a du cash flow, il y a des résultats. Okay, et fait avec des gens qui sont des gens qui ont été, et dont vous avez parlé du profil des agriculteurs, des nouveaux agriculteurs noirs pour l'Afrique du Sud et en Afrique du Sud, qui ont des compétences, okay, et qui sont des partenaires absolument remarquables. Alors je dis ça parce que souvent, quand on parle d'agroalimentaire en Afrique du Sud, on parle de projets. Or, il me paraît aujourd'hui, à la lumière de mon expérience, mais je peux me tromper, qu'il y a beaucoup d'opportunités de sociétés existantes qui ont l'activité et qui ne demandent qu'à augmenter. Et c'est clair que, compte tenu de ce que je vous disais, dans le cadre de la smart agriculture, moi, je travaille sur beaucoup de projets où j'ai des gens qui transforment. Et les gens, ils ont 1500, 2500 outgrowers. Comment voulez-vous, en dehors de la smart agriculture, les traiter, être connectés, vivre avec eux tous les jours? C'est absolument impossible. Donc, c'est ce marché-là que je trouve extrêmement passionnant parce qu'il répond à un besoin économique qui est très clair, c'est la capacité d'avoir un accès à une production qui ensuite peut s'écouler dans une chaîne de valeur. Un aspect social, parce que évident que ce n'est pas évidemment le seul objectif, mais si vous gardez les gens sur la terre, vous mettez un frein et vous ralentissez l'exode rural vers les villes. Donc il y a un vrai mouvement intéressant où l'agriculture française et l'agroalimentaire française a un rôle à jouer. Voilà. Donc, j'ai terminé. Au fond, la révolution sur l'agriculture avec le smart agriculture, c'est la révolution avec le cellulaire il y a 20 ans. Voilà. Donc, maintenant, elle arrive dans l'agriculture. Donc, mes amis de France, sautez dans votre avion, ne respectez pas les consignes françaises, venez en Afrique du Sud, c'est le pays où il faut venir, et l'Afrique australe. Voilà. Merci beaucoup Henri et pour cet appel à passer à l'action. Alors bon, en tant que chambre de commerce, on se doit de respecter tout de même les règles du gouvernement sud-africain et français. Absolument, Mais merci pour voilà, votre intervention effectivement extrêmement riche et passionnante, et merci aussi d'avoir ouvert les débats effectivement sur l'ensemble de la région et non pas seulement l'Afrique du Sud. Merci beaucoup Henri. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin des présentations.
Donc, on va maintenant laisser place aux questions. Donc, n'hésitez pas encore une fois à utiliser la boîte de dialogue pour des questions par écrit ou bien à utiliser l'icône lever la main en bas de votre écran également si vous souhaitez poser des questions directement. Elles sont les bienvenues. Mais voilà, vous êtes tous maintenant familiers de l'application Zoom. Alors, nous avons une question qui est arrivée pendant la présentation de Camille. Donc, je pense que notre experte pourrait répondre et toutes trouver. Qui est liée effectivement au prix. Quel est le prix de l'électricité en Afrique du Sud? Alors, c'est une question très générale, mais peut-être, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations sur les conséquences du coût de l'électricité dans l'industrie agricole et agroalimentaire ici en Afrique du Sud? Merci Mélanie, effectivement, pour cette question. Alors, je ne suis pas une spécialiste du secteur de l'électricité, mais je vais quand même donner quelques éléments. Il faut savoir que le prix de l'électricité dépend de là où vous vivez. Il y a quand même des grosses différences si vous êtes à Johannesburg ou si vous êtes dans une zone plus reculée. Et par contre, voilà, le prix, on va dire en moyenne, si vous voulez un ordre de prix de vente de l'électricité de Eskom aux municipalités, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils vendent aux municipalités qui ensuite revendent souvent à leurs résidents. C'est à peu près 6 centimes d'euros le kilowatt le kilowattheure. Voilà, donc ça, c'est le tarif à peu près de vente d'électricité du producteur national. Merci beaucoup Camille. Donc finalement avec effectivement des éléments très précis, merci beaucoup. Donc voilà, j'espère que la question est répondue. N'hésitez pas, hein, je vous encourage, c'est vraiment l'idée avec ces webinaires, ce Business Booster Forum. Vous avez accès à des experts qui sont ici en Afrique du Sud, donc ne soyez pas timides et posez vos questions. Il nous reste quelques minutes. Voilà, dans le temps que nous avons imparti pour ce webinaire. N'hésitez pas également, on va partager effectivement notre contact à la Chambre également. On peut vous accompagner dans vos démarches ici en Afrique du Sud, Business France également, avec la Team France Export. Et puis, on pourra vous mettre en relation aussi avec nos experts si vous avez d'autres questions voilà, qui vous viennent plus tard ou si vous n'aviez pas envie de les poser en direct, on pourra faire le lien avec nos experts voilà, après le webinaire. Donc, je vois qu'effectivement, on n'a pas d'autres questions qui arrivent. Donc, je pense qu'il est presque 16 heures. Donc, c'est le moment pour moi de vous remercier encore une fois tous, Camille, Edo et Henri. Merci beaucoup pour vos interventions. Et pour un webinaire vraiment très riche en informations. Je pense qu'on n'a pas de questions parce que c'était très, très complet et effectivement un éventail vraiment très détaillé du secteur et de ses opportunités. Donc voilà, je souhaiterais remercier encore une fois toute l'équipe de CCI France International pour voilà, l'organisation de cette très belle deuxième édition du Business Booster Forum. On était ravis de participer avec la Chambre franco-sud-africaine. Je souhaiterais aussi saluer quelques-uns, déjà vous remercier tous d'avoir participé en tant qu'auditeurs, de vous être inscrits pour ce webinaire et de nous avoir rejoints. Je voudrais remercier en particulier Jocelyn Méraud de nous avoir rejoint cet après-midi, qui est le nouveau conseiller agricole à l'ambassade d'Afrique du Sud, de France, pardon, ici en Afrique du Sud. Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, je voudrais aussi saluer Cédric Serre, anciennement directeur à la Chambre de commerce ici en Afrique du Sud, qui est rentré en France et qui avait participé à notre premier webinaire l'année dernière pour la première édition du Business Booster Forum. Donc, merci de ton soutien encore et toujours. Et voilà, merci à tous de nous avoir rejoints. Si vous avez des questions, on va vous donner notre contact. Je vais peut-être simplement très rapidement partager l'écran avec notre voilà, adresse email ou simplement voilà, contactez-nous à business@saki.co.za et puis on répondra à toutes vos questions. Merci à tous, bonne fin d'après-midi et bonne fin de semaine à tous.